Bonjour à tous, donc je m'appelle Aurélie Dudésert, je suis professeure à l'Institut Mines Télécom Business School, spécialisée en management des systèmes d'information. Et je remercie l'association ici de m'avoir invitée à m'exprimer sur ce sujet, donc de comment est-ce que la crise sanitaire transforme la vie dans les organisations. Alors la présentation que je vais vous faire s'intitule Le petit poisson qui ne voulait pas devenir grenouille, la difficile évolution des entreprises françaises. Alors pourquoi ce titre? Alors ce titre s'inscrit dans une réflexion un peu plus globale sur la question de savoir si la crise de la Covid-19 a véritablement bousculé les organisations. Effectivement, on entend depuis le début de cette crise sanitaire que l'organisation du travail a été profondément transformée, bousculée avec l'apparition de la crise, que désormais il y a un certain nombre de tensions qui sont présentes, comme l'opposition entre les personnes qui peuvent télétravailler, celles qui ne peuvent pas et qui sont donc en présentiel, l'opposition entre activités essentielles, activités non essentielles, la confrontation entre la nécessité de maintenir du lien social contre la nécessité de protéger les individus pour leur santé, le paradoxe et la tension entre santé et productivité. Donc on a tous ces thèmes qui reviennent et qui posent la question effectivement de savoir dans quelle mesure est-ce que l'organisation du travail est véritablement touchée très fortement par la crise de la Covid-19. Alors, le point de vue que je vais défendre dans cette présentation, c'est qu'en réalité, l'ensemble de ces tensions déjà existent depuis toujours dans les organisations, donc c'est pas particulièrement nouveau, et que, en particulier, la crise de la Covid-19 n'a pas véritablement transformé et bousculé les organisations. Elle a plutôt révélé des situations, des tensions, des paradoxes qui existent depuis une vingtaine d'années dans les entreprises, qui ne sont pas managées, qui ne sont pas assumées et qui du coup effectivement marquent une crise de l'organisation du travail. Mais en réalité, la crise dont on prend conscience aujourd'hui n'est pas une crise de réaction à la Covid-19, mais vraiment une crise d'évolution des organisations. D'où d'ailleurs le titre un peu provocateur de ma présentation, qui fait référence à la théorie de l'évolution, en disant que finalement les entreprises aujourd'hui, en France en particulier, se voient toujours, comme dit, petits poissons dans l'eau et ont peur finalement d'assumer une transformation qui est déjà là et qui les amène progressivement à devenir des jolies petites grenouilles. Donc il y a là véritablement une question de l'acceptation d'une évolution qui est en cours. Alors c'est le propos que je vais défendre, et pour pouvoir présenter ce propos, je vais d'abord dans une première partie vous expliquer un petit peu comment je travaille sur ces sujets. Puis, dans une deuxième partie, je présenterai justement bien la situation actuelle, c'est-à-dire que comment est-ce que le petit poisson a peur de sortir de l'eau, et finalement quelles sont les craintes qui aujourd'hui structurent l'organisation, et les tensions qui émergent de ces, enfin qui sont visibles au travers de ces craintes. Et puis, dans un troisième temps, j'apporterai un regard un peu en termes de recommandations. Je proposerai quelques recommandations managériales en interrogeant sur savoir comment devenir une belle grenouille et finalement assumer que c'est très bien d'être une belle grenouille. Alors, donc je travaille sur ces sujets de l'évolution et de la transformation des pratiques de travail depuis maintenant une vingtaine d'années. Je les étudie du point de vue en fait de l'intégration des technologies digitales dans les pratiques de travail, et je traite de ces sujets depuis toujours en étroite collaboration avec les grandes entreprises françaises. Donc c'est un projet de recherche que je mène avec ces grandes entreprises, et donc du coup le propos que j'aurai sera forcément un propos un peu biaisé puisque en fait il porte principalement sur
sur les tendances liées aux grandes organisations. Néanmoins, en fait, ce prisme de recherche est assumé puisque, en fait, souvent, ce sont ces grandes entreprises qui donnent finalement le tempo et qui donnent si vous voulez, sur les modes d'organisation du travail qui après vont se diffuser dans les petites et moyennes entreprises. Donc, le point de vue que je vais défendre là s'appuie sur ces travaux et il s'appuie aussi sur un travail plus récent qui est mené en collaboration avec le Business Science Institute, un réseau de chercheurs internationaux. Et avec donc des chercheurs de ce réseau, nous avons d'abord mené une première étude de l'impact de la crise sanitaire sur l'organisation du travail lors du premier confinement. Donc cette étude a été publiée dans un ouvrage qui s'appelle L'impact de la crise sur le management. Et puis nous sommes en cours de réalisation d'une seconde étude, à partir du second confinement. Et donc là, nous avons recueilli plus de 500 témoignages de cadres d'entreprises et d'administration. Nous avons organisé des focus group et nous avons analysé statistiquement et sémantiquement un certain nombre de données, ce qui fait que c'est à travers toutes ces données, toutes ces réflexions que j'ai construit ce point de vue que je défends aujourd'hui. Donc, tout d'abord, le petit poisson à peur de sortir de l'eau, de la crise de la Covid à la crise des paradoxes organisationnels. Dans cette partie, je voudrais souligner qu'en réalité, la crise de la Covid ne crée pas véritablement de nouveaux problèmes, mais par contre met en évidence toute une série de paradoxes qui ne sont pas gérés dans les organisations depuis une vingtaine d'années. Alors, le premier paradoxe, c'est celui de l'opposition entre hyperprogrammation et créativité. Dans une entreprise, pour pouvoir faire du profit, il y a deux grandes voies de développement. La première, c'est de chercher à réduire les coûts de façon à faire des marges plus importantes que ses concurrents sur le même type de produit. Le second, c'est celui de développer des nouveaux produits et des nouveaux services de façon à pouvoir se différencier sur les marchés et donc vendre plus cher les produits. Donc les entreprises ont toujours travaillé un petit peu sur les deux axes. Ces dernières années, ces tensions le travail sur ces deux axes, qui est quand même relativement contradictoire, a été très fortement accentué. Et donc on a d'un côté une augmentation extrêmement forte de ce qu'on va appeler l'hyperprogrammation, c'est-à-dire la standardisation et l'automatisation de processus, avec notamment tout l'arsenal technologique disponible aujourd'hui, que ce soit l'intelligence artificielle, les outils de travail collaboratif, les outils de gestion d'informations, de processus, etc. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui une structuration et une standardisation des tâches qui ne concernent pas uniquement des tâches de travail formelles, que l'on peut identifier assez facilement, mais aussi toute une série d'activités informelles. Par exemple, planifier quand est-ce que on va se retrouver pour prendre un café, planifier quand est-ce que on va échanger, etc. Donc ces moments-là de planification des moments de détente sont particulièrement, les individus, les collaborateurs en ont particulièrement pris conscience au moment du confinement, puisque là, effectivement, pour se retrouver, il a fallu organiser des cafés Zoom, etc. Et ce qui est cette formalisation de l'informel qui a commencé bien avant le confinement, qu'on voyait déjà avec la formalisation de l'usage des réseaux sociaux en entreprise, des outils de travail collaboratif, etc., c'est vraiment multiplié. Et elle va aujourd'hui non seulement de processus industriels sur lesquels la standardisation est effectivement importante, à des processus beaucoup moins traditionnels, puisqu'on va organiser également l'accès aux commodités par le biais de la standardisation. Typiquement, aujourd'hui, dans les grandes organisations françaises, pour pouvoir travailler, donc vous avez une organisation en ce qu'on appelle en flex office, c'est-à-dire que les collaborateurs n'ont pas de bureau attitré.
et bien donc quand ils viennent sur le lieu de travail, il faut qu'ils réservent leur bureau à l'avance. Donc il faut qu'ils programment leur journée, il faut qu'ils réservent parfois ceux qui viennent en voiture, leur place de parking. Il faut aussi qu'ils réservent là, en particulier ça s'est vu avec la contrainte sanitaire, mais réserver leur place au self, à la service de restauration de l'entreprise pour pouvoir avoir une place attitrée. Donc voilà, et donc il y a une espèce d'hyper-programmation qui se met en place. Et en parallèle à cette hyper-programmation, on a une injonction extrêmement forte à l'innovation et à la créativité, en incitant les collaborateurs donc à innover constamment, à développer constamment des nouvelles pratiques de travail, à développer des nouveaux produits et des services. Et chose qui est absolument incompatible avec l'hyper-standardisation, l'hyper-programmation qui est développée. Et donc, on a une tension qui est de plus en plus forte entre ces deux, si vous voulez, démarches de travail qui sont contradictoires. De la même manière, on a une autre tension qui est très forte entre finalement une individualisation très marquée du travail et une volonté de s'appuyer et de développer ce qu'on appelle l'intelligence collective. Depuis une vingtaine d'années, tout a été mis en place dans les organisations pour arriver à une atomisation des collectifs de travail. Ça a été en particulier très visible avec le développement du télétravail et avec le développement du nomadisme professionnel, mais en fait tout ça était présent depuis une vingtaine d'années avec un discours autour de la gestion des talents, avec le discours sur la gestion des compétences bien sûr, et la recherche finalement d'une valorisation non pas du métier, mais de l'individu en tant que tel, et l'affirmation d'une posture extrêmement individualiste du travailleur. Donc aujourd'hui, un collaborateur, en fait, on le valorise en tant qu'individu, non pas en tant que appartenant à un métier. En tout cas, dans les organisations, on va valoriser ses compétences et non pas ses savoir-faire ou sa pratique métier. Et donc, on a une individualisation, donc là, qui s'est vue très fortement avec le télétravail, chacun pouvant finalement se rendre compte qu'il pouvait travailler totalement seul, sans problème, globalement. Et en parallèle, on a en même temps une valorisation du modèle de l'intelligence collective qui repose sur le principe, on associe des gens ensemble et de cet ensemble va naître quelque chose de beaucoup plus intéressant, de beaucoup plus intelligent que les intelligences individuelles. Sauf que comme on a tiré au maximum le modèle de l'individualisation du travail et on exhorte à l'intelligence collective, mais à un moment donné, il y a une confrontation qui ne peut pas se faire et une tension qui est extrêmement marquée. Alors cette tension va aussi se trouver sur un troisième temps, qui est celui de la hiérarchie, c'est-à-dire la structure elle-même de l'organisation, pour toujours aller vers ces objectifs à la fois de réduction des coûts et de développement de l'innovation. On a mis en place un aplanissement des structures, c'est-à-dire qu'on a diminué le nombre de personnels d'encadrement. Donc vous avez des structures d'organisation dans lesquelles vous avez un supérieur hiérarchique et puis toute une série de cadres qu'on appelle des cadres autonomes, qui ne pilotent pas d'équipe. Et donc, vous avez en fait un encadrement extrêmement difficile à mener pour une personne qui a énormément de personnel à suivre autour de lui. Cette diminution du personnel d'encadrement a été faite d'abord pour faciliter, accélérer la transmission d'informations, puisqu'on a beaucoup dit que la hiérarchie bloquait l'innovation et bloquait la circulation de l'information. Donc, on l'a mis en place pour cette raison-là. On l'a mis en place aussi en s'appuyant sur un certain nombre d'expériences très particulières et qu'on a édifié un petit peu de façon mythologique autour de l'entreprise libérée, c'est-à-dire que ces structures qui effectivement ont très peu de hiérarchie et qui permettent d'innover et de libérer la créativité. Sauf que, encore une fois, ça ne s'adresse peut-être pas à toutes les cultures ni à tous les métiers, enfin, peu importe. On l'a mis en place pour limiter les coûts et pour supprimer aussi des poches potentielles de contestation du pouvoir de façon à ne plus avoir des baronnies, des structures qui bloquaient effectivement des changements. Bon. Mais la situation est que donc on peut penser que finalement dans les entreprises il n'y a plus besoin de personnel d'encadrement et que le point de vue est celui-ci. Mais en réalité c'est pas du tout le cas puisque du coup on va se retrouver avec une sursollicitation des managers de proximité parce qu'en réalité
réalité, les tâches d'encadrement n'ont pas diminué, au contraire, elles ont très fortement augmenté, avec une volonté de contrôler très très fortement l'activité pour réduire les coûts, donc des activités de reporting qui augmentent très fortement. En parallèle, une volonté en même temps de libérer au maximum l'activité des collaborateurs pour qu'ils puissent créer, innover, etc., collaborer. Donc on a un manager de proximité, celui qui est au plus proche des équipes, qui est dans une tension absolument colossale entre des injonctions donc à la libération, au collaboratif, à l'écoute de ses collaborateurs, réassurance, etc., et en même temps une pression très forte au reporting de l'encadrement qui est complètement étouffante. Et donc cette tension-là a complètement explosé pendant la crise de la Covid-19 et a mis vraiment en évidence les paradoxes des modalités d'encadrement. Donc effectivement, la crise sanitaire a été l'étincelle qui a fait prendre conscience de tous ces paradoxes qui ne sont pas assumés et managés depuis 20 ans et qui empêchent les organisations d'avancer. Donc on a eu notamment, alors là on le voit très clairement dans les observations et dans les témoignages que l'on a recueillis ces derniers mois, on a une dissolution de l'organisation au profit du clan, de la communauté, c'est-à-dire que très rapidement, finalement, pour les collaborateurs, dans cet éclatement de l'organisation qui leur est apparu avec tous ces paradoxes, toutes ces injonctions contradictoires, il y a eu un repli sur bien l'équipe, sur le groupe social avec lequel on est bien. Et donc l'objectif est celui du maintien de l'équipe, du développement de l'équipe, mais pas véritablement de l'organisation dans son ensemble. Donc on a bien sûr, je ne reviendrai pas là-dessus, une dissolution des frontières entre vie privée et vie professionnelle qui a explosé, hein, qui est aussi liée à cette individualisation du travail, donc avec une difficulté de se situer dans son environnement et de savoir finalement à quoi on contribue. Une dissolution des modes d'encadrement du travail, des managers de proximité qui sont totalement désarmés et qui prennent conscience d'à quel point il est difficile, voire impossible de concilier les injonctions totalement paradoxales auxquelles ils sont livrés, qui sont très souvent et qui témoignent être livrés à eux-mêmes sur finalement la mise en place des modes de travail efficaces. Par une dissolution parfois des barrières hiérarchiques, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, eh bien, comme il y a une individualisation très forte, on voit les gens sur un même écran quand on est en télétravail, eh bien, on va s'adresser à son manager de proximité, mais on va également s'adresser finalement au top manager de la même manière que si on s'adressait à un collaborateur. Et donc là, on a des témoignages très très forts qui nous expliquent qu'on a une multiplication des tensions, des conflits, des micro-agressions entre collègues, souvent causées par des malentendus, mais par surtout un contexte complètement explosif du fait de l'ensemble de ces paradoxes non gérés. Alors, ça m'amène au dernier point que je voulais évoquer dans cette présentation, avant de répondre bien sûr à des questions et des échanges. Ce n'est qu'un point de vue, tout cela sur une situation. Donc, quand j'ai préparé cette présentation, je me suis demandé, bon, face à cette situation, que pourrions-nous faire? Que pourrions-nous recommander à des entreprises qui voulaient aller plus loin, au vu aussi d'expériences qui ont bien fonctionné? Alors, à mon sens, quand on fait un peu le point sur ce que nous ont également dit les personnes que nous avons interrogées, quand on regarde un peu le contexte, la première chose qui paraît intéressante pour ces entreprises, donc pour sortir de ces paradoxes et assumer finalement ce qu'elles sont, c'est d'abord d'écouter le nouvel environnement. Depuis 20 ans, oui, l'environnement économique dans lequel évoluent les entreprises, oui, cet environnement a changé. Maintenant, il faut arriver à comprendre quelle est la nature de cet environnement et arriver à se situer dans cet environnement. Donc l'environnement, il est structuré, à mon sens, autour de 3 grands axes. D'abord, on est clairement aujourd'hui dans une économie de la subjectivité. C'est-à-dire que la création de valeur repose principalement pour les pays de l'OCDE, repose principalement sur l'innovation et les services. Pour pouvoir innover et délivrer du service de qualité qui plaît aux clients, eh bien, ça passe par l'implication subjective des collaborateurs dans le travail.
Je donne un exemple que je donne toujours parce que je le trouve très, très clair. C'est quand moi je vais choisir une baby-sitter pour mes garçons, je ne vais pas regarder si elle a seulement 2 bras et 2 jambes, puisque ça, ce serait juste regarder finalement sa capacité physique à effectuer la tâche. Je vais échanger avec la personne pour voir si on a les mêmes valeurs, les mêmes principes, la même manière d'établir une relation aux enfants avant de l'embaucher. Ça, c'est du service. On est vraiment sur du service. Et en fait, dans toute activité de service, on a besoin de cette implication subjective du salarié. Si le salarié ne fait que ce que pourrait faire n'importe qui d'autre, ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut accepter qu'on est rentré dans un environnement où il va falloir valoriser les salariés, les impliquer subjectivement et les chouchouter. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. Deuxième chose, on est dans un contexte de très forte compétition, avec une globalisation des marchés, mais également avec une internationalisation de l'intelligence. Ce qui fait que, même sur l'innovation, produits et services, on va avoir une compétition qui est extrêmement forte, puisqu'aujourd'hui, on a des pays partout dans le monde qui ont fait monter leur niveau d'éducation et donc l'intelligence de leurs salariés potentiels. Et on est dans un contexte de tension très forte sur des ressources qui sont rares, l'eau bien sûr, l'énergie, les matériaux, matières premières, mais aussi l'intelligence. Donc ça, c'est le contexte dans lequel on évolue. Donc deuxième recommandation que je peux proposer, c'est de sortir de l'idée de la révolution numérique et du déterminisme digital. Beaucoup d'organisations aujourd'hui sont bloquées dans leur choix et dans la gestion finalement de ces paradoxes, vers quoi aller plutôt enfin voilà, comment choisir vers quoi aller, parce qu'elles considèrent qu'elles ont à suivre une espèce de révolution digitale qui est là et que si elles ne le suivent pas, elles vont disparaître. Ça, c'est un mythe. Il faut sortir du mythe historique de la révolution industrielle. Les historiens l'ont bien démontré depuis une dizaine d'années. Il n'y a jamais eu de révolution industrielle, c'est-à-dire l'apparition d'une technologie qu'on dirait aujourd'hui disruptive, qui fait basculer le monde d'un état à un autre. Il y a eu une intégration progressive des technologies dans l'organisation et les pratiques de travail. C'est la même chose pour les technologies digitales. Même si leur développement est plus rapide, il y a forcément une évolution progressive. Et on ne peut comprendre cela que si on comprend que le travail n'est pas, le travail des hommes n'est pas à organiser comme celui des machines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup cette illusion qui traîne depuis, depuis l'origine justement de l'industrialisation, que le travail humain doit être organisé de la même manière que le travail des machines. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, eh bien, on considère le travail humain comme uniquement du travail de bras, c'est-à-dire la force de travail. En réalité, il y a vraiment une distinction sur laquelle il faut réfléchir entre ce qui est de l'ordre du travail humain et de l'ordre du travail non humain. Et à cet égard, les travaux justement de l'OIT et les travaux d'Alain Suppiot sont très intéressants pour arriver à distinguer ce qui est de l'ordre de ce travail humain, qui est vraiment intrinsèquement créateur de richesse, hein, et ce travail non humain qui effectivement peut être standardisé, peut être donné à des machines. Enfin, je pense que le dernier point, et qui est probablement le plus difficile à mettre en œuvre, c'est vraiment de retrouver le goût d'entreprendre. Depuis une vingtaine d'années, beaucoup notamment de grandes entreprises, hein, pour des raisons différentes et sur lesquelles il n'y a pas de jugement à porter, mais ont plutôt choisi de gérer et d'administrer leur organisation pour des actionnaires, plutôt que d'essayer d'entreprendre, c'est-à-dire véritablement de créer un projet collectif qui crée de la richesse globalement pour l'ensemble des parties prenantes. Ce choix a été fait parce que ça a été une manière de lever de l'argent et de se développer, et il n'y a pas de jugement là-dessus, mais aujourd'hui on voit que ce système est à bout de souffle et qu'il est très important pour l'entreprise, notamment dans une économie de la subjectivité, de retrouver la nature même de ce qu'est entreprendre. Entreprendre, c'est vraiment prendre ensemble le risque de créer de la richesse. Et cette prise de risque, elle est extrêmement importante. Il faut accepter que quand on est dans une entreprise, on prend
un risque. Et on n'est pas juste dans un mode de gestion, d'administration, d'activité courante. Et c'est là où c'est difficile, parce que depuis 20 ans, en fait, on a beaucoup de mal avec cette prise de risque, ce qui est normal, hein, vu le contexte de développement économique. Mais c'est vrai que une manière de retrouver ce goût d'entreprendre, c'est d'avoir le courage managérial, d'affronter les paradoxes et les tensions qui sont aujourd'hui dans les entreprises, qui rendent le travail très très difficile à accepter, pour construire son propre modèle d'organisation, dans lequel ce modèle va fédérer et va embarquer les collaborateurs. Et puis le dernier élément, c'est que pour sortir justement de ces paradoxes, pour aller vers de nouveau ce goût d'entreprendre, à très court terme, quand on va commencer à voir le bout de cette crise sanitaire, une des choses qui sera importante, c'est vraiment de développer une éthique et une pratique de la parole et de la controverse pour pouvoir tirer profit de la révélation de ces paradoxes. Une crise a du bon parce qu'elle permet de mettre en évidence les paradoxes qui ont existé. Et donc, il est important d'en profiter. Il y a eu des choses très bénéfiques dans les organisations qui ont été développées qui ont été développées pour faire face à cette crise sanitaire. Il y a eu des choses qui n'ont pas marché, et avoir le courage de se retrouver collaborateurs, managers autour de la table pour dire voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché, et décider ensemble d'aller plus loin. Eh bien ça, dans les organisations qui fonctionnent, c'est typiquement le type de démarche que l'on a vu se mettre en place, notamment à partir du deuxième confinement. Et ces organisations-là en ont vraiment tiré énormément de profit. Donc, à court terme, pour retrouver ce goût d'entreprendre, développer cette éthique et cette pratique de la parole entre salariés, collaborateurs, managers, c'est vraiment une chose importante et qui va faire avancer l'organisation et faire que la crise de sanitaire aura vraiment été une opportunité pour les entreprises pour se développer. Voilà, je m'arrête là. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère ne pas avoir été trop longue, et je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions. Merci beaucoup.